On va partir aux États-Unis pour vous raconter comment Donald Trump, qui pourtant brandit la menace d'une guerre économique contre la Russie, si Poutine n'arrête pas les frappes, prépare le retour des grandes entreprises américaines sur le sol russe. Pour comprendre ce qui se joue, Kadi nous a rejoint. Bonjour Kadi. Également le colonel Pierre De Jong. Bonjour, consultant militaire pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Et Adina Revol, bonjour, vous êtes essayiste, professeur affilié à Sciences Po, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. Kadi, racontez-nous comment justement le business va reprendre en Russie. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs ce matin dans le Wall Street Journal. Exactement, Marie-Aline, vous allez tout comprendre avec un nombre. 4 milliards de dollars d'actifs, c'est ce à quoi a dû renoncer ExxonMobil au moment de la guerre en Ukraine. Pourquoi, me direz-vous, Marie-Aline? Eh bien, parce qu'avant 2022, ExxonMobil, en fait, ce géant pétrolier américain, est en fait l'une des plus importantes entreprises pétrolières qui opère en Russie. Ça date en fait de la fin de l'Union soviétique. Et Exxon, qui était particulièrement impliqué dans le projet Sakhalin 1. C'est un consortium pétrolier et gazier qui est situé au large de Sakhalin. Et ça, c'est dans l'extrême orient russe. Alors, ExxonMobil détenait 30% de participation dans ce projet. Sakhalin 1, c'est environ 200 000 barils de pétrole par jour, une part très importante des revenus du groupe américain en Russie. Séparation très douloureuse d'ailleurs, Marie-Aline, pour les Américains, mais qui ont commencé peu à peu à retrouver un peu le sourire avec l'arrivée d'un certain Donald Trump à la Maison-Blanche. L'homme providentiel pour que les affaires reprennent. Eh oui, c'est moi qu'on puisse dire. Et alors là, tous les espoirs étaient permis. D'autant que Donald Trump, il a multiplié, on en a parlé sur ce plateau, les déclarations disant qu'il allait mettre un terme à cette guerre d'un claquement de doigts. Alors c'est pas par philanthropie du tout, on s'en doute, mais bien parce que cette guerre, eh bien, elle a obligé près de 300 entreprises américaines à suspendre ou à clairement cesser leur activité en Russie. Alors, et donc, ce que nous apprennent nos confrères du Wall Street Journal, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, des choses importantes entre ExxonMobil et son partenaire russe sur le chantier Sakhalin. Regardez, à huis clos, les plus grandes compagnies énergétiques russes et américaines ont déjà esquissé une feuille de route pour reprendre leurs activités en pompant au large de la côte extrême orientale de la Russie. Les dirigeants d'Exxon, en fait, ils ont demandé au gouvernement américain de les soutenir si l'entreprise retournait en Russie, et ils ont reçu étonnamment une réponse favorable. Alors, personne n'est surpris. Évidemment, mais alors certes, accord de l'administration Trump et tout récemment, gros clin d'œil appuyé de Vladimir Poutine. Vous allez comprendre. Regardez l'extrait de cet article du Wall Street Journal qui nous dit: Vladimir Poutine a levé un obstacle au retour d'Exxon le jour même du sommet en Alaska. Tiens, il a en fait signé un décret qui permet aux investisseurs étrangers de reprendre les parts dans le projet pétrolier et gazier qui s'appelle Sakhalin 1. Merci beaucoup Kadi pour ces informations. Magali, business is first avec Donald Trump. Hein. On est en pleine guerre en Ukraine, mais lui il prépare déjà le retour des gens américains sur le sol russe. Et Vladimir Poutine l'a bien compris parce que c'est ce qu'il offre à Donald Trump lors de cette réunion en Alaska. Mais pas seulement, parce que toutes les premières réunions qui ont lieu notamment en Arabie Saoudite avec délégation américaine et délégation russe, il en est question à ce moment-là. Et les Russes font miroiter aux Américains, en effet, un accès aux champs pétroliers, un retour des grandes entreprises américaines. Parce que, et c'est un diplomate français qui me le disait hier, de toute manière, en fait, l'obsession de Donald Trump, c'est de rétablir des relations fonctionnelles avec la Russie. C'est finalement de reprendre le business, en effet, avec la Russie. Et finalement, l'Ukraine, c'est un obstacle sur cette route-là. Alors, Poutine l'a compris, lui fait les yeux doux, lui ouvre des perspectives extrêmement alléchantes. Mais le problème, c'est qu'en même temps, et c'est ce que Trump dit aussi, c'est que Poutine le mène quand même un petit peu en bateau. Il l'a bien compris au final. Donc, il essaye d'obtenir des résultats. C'est pour ça qu'en fait, ExxonMobil est en train de négocier en coulisses. Il y a même une réunion, manifestement, à croire le Wall Street Journal, entre le numéro 2 d'ExxonMobil et le
patron de Rosneft, qui est la grande entreprise publique russe à Doha, au Qatar. Les Qataris qui sont toujours dans la boucle pour jouer les intermédiaires. Mais pour le moment, ça ne peut pas aboutir parce qu'il faut que la guerre cesse. Tout ça est suspendu à un accord de paix. Et c'est ça que n'obtient pas Trump en ce moment. Et c'est ça que Poutine ne cesse de faire miroiter aux entreprises américaines. Colonel. Et c'est pour ça aussi qu'en fait, il y a une espèce de décalage des Américains par rapport à nos problématiques. C'est qu'on ne veut pas que les Américains se contenteraient d'une espèce d'accord à minima et qui leur permettrait de relancer les opérations, je dirais, économiques et d'extraction de pétrole et de gaz à Sakhaline, qui est en fait très, très, très loin du front. On est quasiment, on est en Orient, on est en Asie, donc on est tellement loin que personne ne sait. Le deuxième point, c'est une vraie information. J'ai appris que, en fait, Poutine avait signé le fameux décret dans l'avion qui l'amenait en Alaska. C'est qu'en fait, visiblement, ça bouillonnait entre Trump et Poutine a vraiment amené le jour J, il a amené le papier en signant dans l'avion, donc le décret. En fait, c'est un pétrolier britannique qui m'a raconté l'histoire, qui m'a raconté ça le 20, en disant, tu connais pas la dernière, ils viennent de signer un papier, alors qu'en fait, c'était encore un petit peu inconnu. Donc en fait, c'est une véritable opération de communication, comment dire, du côté américain et du côté russe. Maintenant, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les Américains vont se réhabiliter progressivement dans le domaine pétrolier et gazier. Probablement Exxon va récupérer ces 4 milliards qu'il a perdus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, lorsqu'ils larguent les amarres, ils perdent 4 milliards. Donc il n'est pas impensable que les actifs d'Exxon soient redonnés aux Américains, donc à Exxon, ils vont récupérer 4 milliards. Et puis de l'autre côté, du point de vue russe, c'est très intéressant. En termes économiques, parce que la machine redémarre avec les Américains, etc. Et puis politiquement, et en termes d'image, c'est phénoménal. Je veux dire qu'en pleine guerre en Ukraine, il se passe des choses qui font qu'en fait, et ça, c'est le pétrole domine le monde. Et donc très concrètement, c'est irréversible. La machine est engagée, et on ne fera pas machine arrière. Donc c'est ça qui va donner le tempo de la fin, ou en tout cas de ce conflit en Ukraine. Alina Revol, vous qui avez écrit justement rompre avec la Russie sur les questions énergétiques, là on se rend compte que Trump est quasiment à la merci de Poutine. Il est en fait, en réalité, Vladimir Poutine, c'est pas un cadeau qu'il fait à Trump. Pourquoi ? Puisque en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, même en fait, Vladimir Poutine, l'industrie pétrolière et gazière russe a besoin des investissements financiers occidentaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Total est également impliqué dans des gros projets, dont Yamal, GNL en Russie. Parce qu'en fait, l'industrie russe ne peut pas financer les exploitations toute seule. Donc elle a besoin non seulement de la technique occidentale, mais également des capacités de financement occidentaux. Ça, c'était avant la guerre. Maintenant, c'est encore plus. Donc en fait, finalement, Trump fait un énorme cadeau en acceptant justement le retour d'Exxon en Russie pour rien, parce que finalement, il s'agit pour Exxon juste de revenir à la situation d'avant. Donc finalement, c'est Poutine, il cède très peu, comme d'habitude dans toutes les négociations, Poutine cède très peu, et puis Trump s'est fait avoir parce que justement, s'il veut que Poutine cède, il faut lui mettre la pression sur les actifs pétroliers et gaziers. C'est là que se trouve la clé de la résolution de la guerre en Ukraine, parce que Poutine, il finance avec son gaz et son pétrole, il finance la guerre en Ukraine. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre, Magali. Comment peut-il dire attention, je brandis la menace de la guerre commerciale avec la Russie si Poutine n'arrête pas ses frappes en Ukraine, si en même temps il encourage ses entreprises à faire un deal avec les Russes? Mais en fait, il essaye tous les moyens, Donald Trump, pour obtenir son fameux cessez-le-feu ou accord de paix. Il essaye la carotte, il essaye le bâton. Mais en fait, sur les sanctions, ce qu'on voit quand même, c'est que depuis le retour à la Maison-Blanche, il n'y a pas eu de nouvelle sanction américaine sur la Russie. Donc il dit attention, retenez-moi, je vais faire un malheur. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est avant tout revoir ces entreprises, refaire du business avec la Russie. Donc il attend, il fait durer. Du côté français, on explique qu'il faut maintenant que Donald Trump tire les conséquences du fait que, évidemment, Vladimir Poutine ne bouge pas sur le terrain russe, continue à attaquer, à pilonner l'Ukraine, et qu'il faudrait que Trump en tire les conséquences et justement mettre ses menaces à exécution. Mais on voit bien que Donald Trump recule sans cesse. Et sur l'importance du pétrole, ce qui est très intéressant, c'est que ces dernières semaines,
on voit à quel point les Ukrainiens frappent les installations pétrolières, les raffineries, que le prix du pétrole raffiné est en train d'exploser en Russie. On voit des files d'attente énormes de Russes qui cherchent à s'approvisionner parce qu'il commence maintenant à y avoir des problèmes d'approvisionnement. Tout ça parce que, évidemment, le pétrole est clé, en effet, dans le financement de la guerre. Donc, imaginez le message qui est passé, en effet, si Exxon se réinstalle en Russie. Puis, ça donnera des idées à d'autres grands patrons de grands pays européens. Je pense évidemment à l'Allemagne. Mais oui. Qui aimerait tellement pouvoir se réapprovisionner aussi en hydrocarbures russes. Là, très concrètement, en fait, Trump a retiré le tabouret sur lequel les Européens étaient assis. Parce que les sanctions européennes, 18e train de sanctions, on parlait d'un 19e train de sanctions qui serait très lourd à partir de maintenant, vous allez voir, ça peut fonctionner que si les Américains sont avec nous. Dès lors que les Américains jouent leur propre carte, c'est terminé, le train de sanctions ne fonctionne pas. Et non seulement ça ne fonctionnera pas, mais en plus, ça va diviser les Européens, comme vous venez de le dire fort justement. Les Allemands et d'autres vont trouver des solutions pour recréer des connexions avec les Russes. Donc, encore une fois, on voit qu'aujourd'hui, on a une période extrêmement étrange. Sur le terrain, on voit que c'est mou. Et puis, on voit également que du point de vue économique, en fin de compte, les sanctions, on en parle de moins en moins. Rappelons-nous, il y a encore 3 semaines, on en parlait de façon extrêmement ferme. Madame Van der Leyen avait des plans d'idées, on va leur cirer le kiki, etc. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Non, mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était qu'on fait un ultime train de sanctions qui leur tombe dessus. Et là, Poutine terrorisé, en fait, signait le papier, etc. En fait, pas du tout. Puisqu'en fait, en sous-main, en fait, comme toujours le business commande, là, on vient vers quelque chose qui est horrible. Enfin, la morale n'a rien à voir là-dedans. C'est du business pur et dur. Et Magali l'a fort bien dit, le pétrole, c'est le pétrole. Je veux dire que c'est pas rien. C'est des milliards de dollars. C'est l'économie du monde entier. Donc, on est loin du système, vous avez peace and love, etc. On est dans un monde extrêmement dur. Et ça, c'est la révélation, comment dire, d'une réalité économique et en même temps qui provoque une réalité politique. Ce qui est assez étrange, c'est que Trump se dit prêt à faire du business avec Poutine, même s'il ne le considère pas toujours comme un interlocuteur fiable. Écoutez ce que le président américain a dit de son homologue russe face à la presse dans le bureau Oval hier. Le week-end dernier, Sergueï Lavrov a dit que Poutine ne signera pas d'accord de paix avec Zelensky parce que la Russie ne le considère pas comme légitime à son poste. Ce qu'ils disent n'a aucune importance. Steve peut vous répondre, mais je le peux aussi. Ce qu'ils disent n'a aucune importance. Tout le monde prend des postures. Mais tout ça, c'est des conneries. Steve, tu penses à une autre réponse ? Je suis d'accord avec vous. C'est ça la vraie traduction de bullshit. Nous, on a mis n'importe quoi pour être évidemment un peu plus poli, mais la réalité, elle est là. Adina Revol. Oui, mais en même temps, depuis le 20 janvier, Donald Trump fait des déclarations contradictoires. Oui. Je me rappelle quand même de son post sur les réseaux sociaux le 12 février où il déclare qu'il a eu une discussion fructueuse avec un grand dirigeant russe avec qui son pays partageait beaucoup d'histoires communes. Et voilà, il y a eu quand même le sommet d'Anchorage et les applaudissements. Donc, Donald Trump, il change la rhétorique très souvent. Et puis, en même temps, vous l'avez dit, il y a le moyen justement de faire en sorte que l'économie russe soit vraiment à terre, hein, parce qu'aujourd'hui, elle va très mal. Vous l'avez rappelé, effectivement, les queues aux raffineries qui rappellent la fin de l'URSS. Moi, je me rappelle, j'ai vécu ça quand j'étais enfant en Roumanie. Voilà, on avait les queues aux raffineries et ça, c'était en 89, c'était juste avant la chute du régime. Donc, c'est un signal très fort. L'économie russe va très mal. Et puis, si Trump mettait des actions secondaires maintenant, justement sous le pétrole qui est acheté par d'autres pays comme l'Inde et la Chine. Là, effectivement, il aurait un levier très important pour apporter la paix comme il le souhaite. Et juste un point pour les sanctions. Il y a eu un 18 paquet de sanctions qui a été approuvé au niveau européen. Il y a eu unité là-dessus. Il y a discussion sur le 19 et dans ce fameux 18e, il y a justement un rabaissement du prix du pétrole parce qu'en fait, le pétrole qui est interdit dans l'Union européenne, le pétrole russe, mais il y a un barème d'achat au niveau mondial. Et donc, ce barème-là a été rabaissé au niveau de l'Union européenne, mais les Américains n'y sont pas. Parce que depuis le retour de Trump, ils ne souhaitent pas se joindre à cette mesure. Les Britanniques y sont, mais l'acteur clé n'y est pas. Donc vous avez raison, sans les États-Unis, ça ne peut pas marcher. Donc la pression sur l'économie russe ne peut pas être optimale et finale, je dirais, tant que Donald Trump ne met pas à exécution ces menaces. Magali, Trump qui dit que Poutine raconte n'importe quoi.
mieux vaut tard que jamais, de se rendre compte qu'il a affaire à un ex-espion du KGB qui peut manipuler n'importe qui. Oui, mais en fait, il dit tout ça est un grand théâtre. Oui. C'est pas la première fois qu'il dit qu'il se fait un peu embobiner par Vladimir Poutine, qu'à chaque fois ils ont des conversations téléphoniques qui sont, à croire le président américain, formidable, et que 2 heures après, il va bombarder l'Ukraine, et que même sa femme, Melania Trump, lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Rappelons-nous ce qu'avait dit Donald Trump déjà au début de l'été. Il était déjà sur cette ligne. Mais en même temps, ce qui est très curieux chez Trump, c'est qu'il reste convaincu que lui seul détient finalement la clé, que c'est justement uniquement dans ce genre de relation extrêmement, c'est bilatéral, sa relation personnelle avec Poutine, que de toute manière, il pourra trouver une solution. C'est pour ça que cette menace qu'il agite, alors de mettre des sanctions épouvantables sur la Russie ou sur les pays qui l'entourent, finalement, il ne les met pas encore véritablement à exécution. C'est vrai que sur la Russie, on n'a rien vu de particulier, parce qu'il croit encore fermement que même si Poutine lui raconte n'importe quoi, au final, il obtiendra gain de cause. Il est toujours extrêmement sûr de lui, et c'est ce qui fait que finalement ces sommets donnent pas grand-chose, ces rencontres-là, parce qu'en fait, elles sont pas préparées en amont. Il pense que par le face-à-face, la poignée de main, tout va se régler, et on voit bien que depuis cette rencontre à Anchorage, en effet, les choses n'ont pas avancé.